Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'économie des vins bio, dans le cadre des journées techniques Vignes et Vins Bio. Donc moi, je suis Anne Hubert, je suis chargée de mission pour Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, un syndicat de producteurs en bio dans la région. Quelques mots très rapidement sur les journées techniques dans lesquelles s'intègre ce webinaire. Donc sur toute la semaine, on vous propose de découvrir les dernières actualités de la vigne et du vin bio, avec le matin des visites terrain et des dégustations, et chaque après-midi des webinaires sur des thématiques diverses autour du bio. C'est un événement qui se tient sur toute la semaine, qui est dédié à un public professionnel, donc principalement des vignerons, mais pas que. Des vignerons bio conventionnels en conversion, avec aussi tous les autres experts de la filière, donc des œnologues, des techniciens, des chercheurs, des étudiants, des journalistes, etc. Vous vous connectez de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous exprimer à travers le chat ou l'option questions-réponses. On va essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure du webinaire, et puis on gardera un temps aussi à la fin de la visio pour y répondre. Donc aujourd'hui, la thématique qui nous rassemble, c'est comment se porte l'économie des vins bio en 2020. Puis on parlera aussi un petit peu des années précédentes et on essaiera peut-être d'ouvrir aussi sur le futur. Alors pour répondre à cette question, ou en tout cas ouvrir sur la réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Boris Simon. Donc Boris, bonjour. Bonjour, je viens de remettre le son, donc c'est... Oui, tout à fait, on va faire avec les joies du direct. Donc, Boris, vous travaillez à la DRAF, au département du Strizet. Donc, c'est le service statistique de la DRAF en Nouvelle-Aquitaine. Et vous travaillez donc notamment sur la statistique agricole en région. Et vous pourrez nous présenter donc les dernières données sur la viticulture bio en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Tanguy Chevet. Bonjour Tanguy. Bonjour. Donc Tanguy, vous êtes consultant pour AND International. AND International qui travaille à la réalisation d'études statistiques et économiques sur des sujets autour de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche. Tout à fait. Et donc, vous nous présenterez notamment des données sur le marché des vins bio sur les précédentes années et peut-être un petit peu aussi au niveau de 2020. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Antoine Génie. Bonjour. Bonjour. Donc Olivier, vous avez fondé, vous travaillez au sein de AOC Conseil, une structure donc de conseil et d'accompagnement des exploitations viticoles au niveau de toute la France pour tout ce qui est commercialisation et gestion. Exactement. Et avec vous donc Artus de Germay, votre collègue qui travaille également sur ces questions. Je vous propose qu'on commence donc par votre présentation, Boris. Hop, moi je vais fermer ça et je vous propose de partager votre présentation PowerPoint, si c'est possible. Donc celle que j'ai fait moi, c'est ça du coup? Voilà. Ok. Alors, moi je vais arrêter mon partage et je vous laisse la main pour que vous puissiez partager votre écran. Et pour que ce soit plus simple pour le diriger au fur et à mesure. Donc, que je fasse le partage d'écran, donc c'est celui-là. En plein écran peut-être. Est-ce que vous le voyez? Oui, alors on le voit. Un peu grand, hein? Il faudrait le mettre en plein écran pour qu'on ne soit pas gêné par le... Oui, j'aimerais bien. Voilà. Je n'aurais peut-être pas dû l'ouvrir avec Edge. On va faire autrement. Si vous l'avez directement en PowerPoint, ce sera peut-être plus simple. Lisible, oui. Alors, allez-y. On change de méthode.
Si je veux partager, excusez-moi, c'est un peu long au début, mais ça va venir, ça va venir. Il n'y a pas de souci, on a le temps. Hop. Est-ce que cette fois-ci, c'est partagé et est-ce qu'on le voit Oui. mieux? Alors, je voudrais le lancer. Voilà. Il est parti ou pas? Voilà. Parfait. Donc ça, c'est la page classique. Alors, Boris Simon, moi je suis arrivé en septembre, hein, donc je n'ai pas l'expertise que pouvaient avoir mes collègues auparavant, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux et vous présenter ces éléments-là. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est donc la viticulture bio en Nouvelle-Aquitaine et quelle progression elle a pu connaître ces dernières années. Et on avait déjà toute une flopée de logos. Je voudrais en ajouter deux. Alors, il y en a un qui existe déjà, qui est sur le ministère de l'Agriculture, donc puisque en fait les stats elles dépendent du ministère de l'Agriculture. Et en plus, il y a un petit logo à côté qui s'appelle logo statistique publique, qui témoigne un peu comme le bio est un système de qualité, et signe de qualité, un signe de qualité statistique. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire que l'on parlait de ça et que quand on publie des choses, ben, du coup, on a un certain contrôle et certains éléments qui arrivent. Et c'est notre petit signe de qualité à nous, notre bio à nous. Voilà. Alors, je vais vous parler d'abord de la viticulture. Alors, la viticulture, elle a connu, sur la partie bio, une croissance en palier. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est l'évolution des surfaces fournies par l'agence bio entre 2008 et 2019 en milliers d'hectares. Donc, on passe de 4 200 hectares à 19 700 hectares. Il y a à la fois les certifiés et les en conversion. Hein. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une augmentation hein, sur 10 ans, c'est quasiment x4 ou x5. Hein, donc, c'est quand même intéressant. Cette évolution-là de croissance, elle se fait en deux mouvements. Un premier mouvement donc, de 2008 à 2011, parce qu'il y avait un certain nombre de mesures et d'encouragements financiers qui se sont mis, et un deuxième mouvement qui est plus jeune, avec des programmes régionaux et nationaux, Ambition Bio, qui portent bien. Ça, c'est vrai pour la Nouvelle-Aquitaine, mais à droite, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs, parce que c'est le pourcentage des surfaces bio en viticulture, tout l'ensemble des filières bio. Pour la France, on voit à peu près le même profil, donc une première étape de croissance dans les années 2008-2012 et une deuxième après 2016. Voilà les éléments. Et ça, c'est vrai, dirons-nous, pour la France et pour la Nouvelle-Aquitaine, mais ces éléments se retrouvent aussi dans d'autres pays européens, en particulier en Italie et en Espagne. Donc, je vais vous parler maintenant un peu plus de la Nouvelle-Aquitaine, une fois qu'on a fait un cadrage un peu global et national. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, c'est 16 100 hectares. C'est en 2018. Hein, l'étude qui a été faite, elle est faite sur les données 2018. On n'a pas eu le temps, comme elle était un peu longue, de la faire sur les dernières données. Mais c'est quand même structurel et ça ne bouge pas tant que ça. Donc, sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu plus de 1000 viticulteurs. Et on est la troisième région de France sur la viticulture bio, derrière l'Occitanie. Donc l'Occitanie, c'est 35 000 hectares et derrière PACA, 20 600 hectares de viticulture bio. On retrouve quand même les grandes régions de viticulture. Hein. Occitanie, sur la viticulture de façon générale, reste devant nous, et soit en bio ou conventionnel. Par contre, PACA est un peu mieux que nous sur le bio pour le moment. En tout cas, en 2018, il faudrait vérifier. Ça, c'est sur le Global France. Si on descend au niveau des départements, donc la Gironde est le premier département de viticulture biologique, avec derrière donc, des départements connus aussi, Hérault, Vaucluse, Gard. Donc, on voit bien ces éléments à un niveau départemental. Et on peut descendre un petit peu plus loin, où là, on va descendre sur les terroirs dans lesquels il y a une part donc, de surface en vigne bio. Alors, on retrouve évidemment les zones de viticulture, hein, ça c'est logique, hein, mais ce n'est pas forcément exactement le dessin de la viticulture en général. On voit qu'il y a quand même une concentration sur la partie Gironde et l'entre-deux-mers qui se rapproche doucement rive droite puis rive gauche, et puis direction de la Dordogne avec des endroits connus comme Saucignac ou Montbazillac. Il y a aussi du bio du côté de Duras jusqu'à Irouléguy, dans le nord de la Vienne autour du Haut-Poitou, les îles
de Charente-Maritime. Par contre, même s'il y a quelques petites tâches sur la partie Charente et Charente-Maritime, il y en a un peu moins sur cette partie Cognac. Alors, ça, c'est sur le label bio. Vous suivez l'actualité, vous avez dû entendre parler quand même des éléments qui se passent dernièrement sur le Cognac, où ils veulent développer le label donc haute valeur environnementale plus, sur lesquels effectivement il y a des actions. Donc, ils ne sont pas autant allés que d'autres sur le bio, mais peut-être qu'ils vont sur d'autres signes de reconnaissance et de qualité. Voilà les éléments que je voulais vous présenter sur cette partie, on va dire, géographique. Ensuite, ce qui m'intéressait quand même de vous présenter, c'est finalement ces agriculteurs bio, est-ce qu'ils sont très différents ou très semblables entre eux? Alors déjà, un premier élément, finalement, même si la surface moyenne des agriculteurs bio est à 15,7 hectares, elle n'est pas très loin des viticulteurs conventionnels, 17,7 hectares. Donc, ce n'est pas si loin que ça. Donc, derrière cet aspect, dirons-nous finalement pas si différent que ça, il y a quand même des petites choses qui se passent, en particulier sur du long terme, parce qu'en fait, il y a à peu près deux types de viticulteurs bio, si on peut dire ça comme ça, hein. Des viticulteurs qui auraient des petites surfaces, moins de 5 hectares, qui ont beaucoup augmenté entre 2010 et 2018, et aussi, mais qui ont augmenté aussi, ceux qui avaient plus de 30 hectares. Donc, c'est quand même déjà des beaux vignobles. Donc, globalement, les grands, donc plus de 30 hectares, c'est la moitié du vignoble bio de la Nouvelle-Aquitaine, et les petits, c'est 15%. Voilà, donc on voit ces éléments plus détaillés par type de surface dans le graphique, hein, avec d'un côté ce qui est l'effectif du nombre d'exploitations et de l'autre la surface. Hein. Bon, voilà, ça c'est des éléments qui sont assez classiques, mais qui sont intéressants parce que finalement, derrière une moyenne qui est assez proche de la partie conventionnelle, on a une diversité et deux paquets qui sont quand même pas si ressemblants. Alors, par contre, un élément qui, par rapport au conventionnel, est assez commun au bio, c'est le recours aux formes sociétaires. D'une façon générale, en agriculture, alors, je ne vais rien vous apprendre, hein, plus la taille est grande, plus le recours aux formes sociétaires est important. Ça, c'est très vrai en conventionnel. C'est un peu moins vrai en bio, parce qu'en fait, même les petites, de 5 à 10 hectares, ont quand même un recours au statut, donc force sociétaire, ERL et SCEA, assez fort, et en particulier dans les appellations à forte valeur ajoutée, donc Sauternes, Montbazillac, Jurançon et j'en oublie, pour tout ce qui est viticulteur en chai particulier. Donc c'est un moyen aussi, sur des petites surfaces, de valoriser un peu plus leur production, et voilà sur quoi on est. Ok, ça c'était les éléments que je voulais vous présenter là-dessus. Alors, je ne vois pas le haut, c'est un peu embêtant, mais bon. Qui sont-nous? Donc on a parlé des surfaces, enfin des exploitations, on va parler un petit peu maintenant de qui sont ces populations. Alors, d'abord, les viticulteurs bio sont en moyenne plus jeunes que les conventionnels. Donc, en moyenne, on a 48 ans, et les conventionnels, on est à 53 ans. Donc ça, c'est un élément quand même intéressant. Et bon, surtout qu'il y a quand même un quart des viticulteurs bio qui ont moins de 40 ans. C'est encore plus vrai dans les Pyrénées-Atlantiques qu'en Gironde, mais en tout cas, c'est le cas. Ce n'est pas forcément des exploitations qui sont tout à fait nouvelles, puisque les trois quarts sont installés avant 2010. Et c'est souvent des structures où il y a un des deux, quand c'est un couple qui tient l'exploitation, qui travaille sur l'exploitation, et un autre qui travaille à l'extérieur. Ça, c'est vrai, quel que soit le sexe du chef d'exploitation. Mais par contre, ce qui est assez remarquant pour la viticulture bio, c'est qu'il y a beaucoup de viticultrices. Donc, 1 sur 3 chefs d'exploitation est une viticultrice, contre 1 sur 4 en conventionnel, ce qui est quand même assez intéressant. Et petite remarque, souvent dans le conventionnel, plus l'âge du chef d'exploitation augmente par l'évolution de l'exploitation, plus la surface augmente. Et donc, les aînés ont souvent des surfaces plus importantes que ceux qui arrivent sur le marché. En bio, ce n'est pas aussi vrai. Hein.
Ils ont à peu près 15 hectares en moyenne chacun, donc il n'y a pas une si grande différence. Donc le bio sur la viticulture, dirons-nous, de sa construction génère souvent moins d'usage d'engrais, de pesticides, etc. Mais aussi souvent plus de besoins en main-d'œuvre. Et donc, ça va se retrouver aussi sur les viticulteurs. Alors, il y a deux cas, mais qui sont assez classiques, hein. Les petites exploitations, donc moins de 5 hectares, généralement, elles se débrouillent sans salariés, elles font avec les forces vives de l'exploitation, éventuellement appellent de temps en temps la famille, des choses comme ça. Mais par contre, il y a 60% d'exploitations qui embauchent au moins un salarié. Et au total, on a donc 9600 salariés. Alors, comme il y a beaucoup d'embauches qui sont pour des moments particuliers de la vendange ou des choses comme ça, ça correspond à 2500 équivalents temps plein annuels. Voilà. Et dans cette répartition des salariés, ils ne sont pas tous recrutés au même endroit, hein. Il y a 10% d'exploitations qui recrutent 50% de l'emploi total, et en particulier sur toutes les zones pratiquant la vendange manuelle. Donc là, j'ai fait une liste à la Prévert, hein, Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, Médoc, Pessac-Léognan, Sauternes, Barsac, Montbazillac, Jurançon, Libournais, Médoc, etc. J'en oublie sans doute, vous me rattraperez si j'ai fait des bêtises. Pour le profil de ces emplois, en tout cas pour les salariés, c'est souvent quand même des jeunes, donc 60% en moins de 40 ans, 2/3 c'est des hommes, et la plupart du temps des ouvriers. Alors, par contre, ce qui est intéressant quand même, ce qui n'est pas forcément le cas partout, il y a 50% de ces emplois qui sont donc en contrat à durée indéterminée et 50% en contrat à durée déterminée, donc c'est pas si mal, avec des rémunérations donc en fonction de l'âge et des types de contrats entre 10 et 13 euros. C'est pas forcément des super rémunérations, mais c'est déjà pas si mal et ça correspond de toute façon aux pratiques faites un peu partout. Voilà pour la type de population. Alors là, je voulais faire un petit zoom, parce que là, on a parlé de la population globale des bio, et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui, finalement, se sont convertis au bio dernièrement. Donc là, comme c'est l'étude qu'on avait fait il y a quelques temps, c'est ceux qui sont passés au bio entre 2017 et 2018. Donc il y a 200 viticulteurs exploitants qui sont orientés vers cette bio, qui représentent un peu plus de 3000 hectares. Alors, ces nouveaux, qu'est-ce qu'on repart? Donc, par rapport à ceux d'avant, ils sont des structures plus petites. En moyenne 12 hectares contre 17 hectares pour les anciens. Et ce qu'on peut noter quand même, c'est que c'est souvent des structures, en particulier sur la zone Gironde, qui s'engagent sur des zones à forte valeur ajoutée et à, appellation intermédiaire ou prestigieuse, avec sans doute une diversification. En dehors de la Gironde, il y a, même si c'est vrai aussi en Gironde, il y a un assez fort engagement de la coopération qui fait qu'ils sont beaucoup plus présents qu'ils n'étaient à un moment sur le bio et avec un type de structure un petit peu différent, plutôt des viticulteurs un peu plus âgés, donc une moyenne de 53-54 ans d'âge et sans salariés, alors que les premiers qui étaient sur la Gironde, sur une forte valorisation, ils pouvaient avoir quelques salariés. Voilà les éléments que je voulais faire sur cette publication. Juste pour la suite, et si vous voulez revoir tous ces éléments, si je n'ai pas été clair, donc vous pouvez aller voir sur le site Agreste, qui est le site national, où vous trouverez toutes les publications des CERISET de France et de Navarre, ou sur le site de la DRAF. Donc là, j'ai fait le lien, j'espère qu'il sera cliquable dans la version qu'on pourra récupérer, et en particulier l'étude dont je vous ai parlé aujourd'hui, hein, qui s'appelle la viticulture bio en Nouvelle-Aquitaine, un dynamisme à tous les stades de la filière. Par rapport à ce que je vous présentais, je n'ai pas parlé de la partie aval. Ce n'était pas forcément ce qu'il y avait en plus, ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Mais je voulais revenir sur deux autres petits points avant de passer la main. Premier petit point, pourquoi on a fait cette étude? Alors, cette étude, en fait, on a vu au début que le bio était en croissance importante et on n'a pas forcément beaucoup de sources d'informations, puisque statistiquement, nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le recensement agricole. Le dernier date de 2010, l'actuel est en cours. N'oubliez pas de répondre si vous êtes concerné, mais on n'aura pas les résultats avant l'automne, la fin de l'automne. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des données administratives, donc le
casier viticole, les données de la MSA, les données de l'agence bio, et on a essayé de les lier, etc., faire des éléments entre eux, ce que nous permet la statistique agricole, mais qui n'est pas forcément permis à tout le monde, pour donner du sens. On l'a fait d'abord sur la Dordogne pour voir si c'était possible, et puis après, on l'a étendu à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Ça n'existe pas forcément dans les autres régions, je tenais à vous le dire, donc c'est un peu exceptionnel. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne le refera pas, hein, mais c'était quand même une assez grosse opération. Comme ça a l'air de rien, mais derrière, il y a quelques jours de travail. En plus des données du recensement agricole qui nous permettront effectivement de mettre à jour une partie de cette étude et des éléments, il y a quand même des choses sur lesquelles finalement la statistique publique ne répond pas, ou en tout cas pas totalement. Et donc, on avait en tête, donc avec les culteurs bio de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, hein, de faire une enquête donc, avec une école qui s'appelle le CEFIP, donc qui est une école d'INSEE, pour essayer de savoir quelles sont les pratiques de commercialisation des viticulteurs bio en chais particuliers. Donc, cette étude aurait dû avoir lieu en janvier et février 2020, mais à cause du Covid, elle n'a pas eu lieu. Donc, peut-être qu'en 2020-2022, fin 2022, en janvier-février 2022, on la remettra en place et on en saura plus sur ces éléments. Voilà les éléments que je voulais vous présenter. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, parfait. Alors, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou sur l'option questions-réponses. Si pour l'instant, il n'y en a pas, on va pouvoir… alors, si justement… a-t-on une référence sur la surface de rentabilité d'une exploitation en agriculture bio? L'accès au foncier se faisant rare avec un démembrement des exploitations, à partir de quelle surface rentabilise-t-on ce mode de culture? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée, comme on dit politiquement. Pour être très clair, on n'a pas d'études qui nous donnent ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas qu'on en fasse une un jour. Il est possible que les intervenants suivants aient d'autres idées et pourront compléter ces éléments. Personnellement, on voit que selon les différents éléments, les nouveaux qui arrivent, ils n'ont pas forcément des surfaces très très grandes. Donc je pense que la surface est un élément évident, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse déterminer de façon automatique une surface minimale en dessous de laquelle, et ça dépend aussi de comment on porte les éléments. Et bon, c'est un exemple comme un autre, et ce n'est pas spécifique au bio, mais en Champagne, avec un demi-hectare, on vit très bien. Il y a d'autres endroits, il faut avoir beaucoup plus d'hectares pour vivre en viticulture. Donc, pour la bio, à mon avis, c'est pareil. Alors, c'est une réponse qui n'est pas forcément évidente, mais c'est la seule que je peux fournir aujourd'hui. Et en complément, il existe aussi le référentiel technico-économique publié par la Chambre d'agriculture qui travaille sur toutes ces données justement de rentabilité, comparaison de coûts de production, etc. Donc, peut-être que vous pourrez trouver également des réponses dans ce recueil. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas au fil des présentations voilà, même si c'est une question sur la première, on pourra y revenir à la fin. Il faut que ce soit voilà, interactif. Donc, maintenant, je vous propose de passer à la présentation de Tanguy Chevet sur le marché, justement, des vins bio. Donc, voilà, Tanguy, je vous invite à partager votre diaporama. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Et on m'entend? Oui, tout à fait. C'est parfait. J'y vais, c'est bon? C'est bon, parfait. Bien. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter rapidement et présenter la structure pour laquelle je travaille. J'essaie de passer à la diapo suivante. Voilà, c'est bon. Donc, AND International, c'est un bureau d'études qui a été créé en 1976, qui est un bureau d'études indépendant. On est une douzaine. On travaille sur les secteurs agricoles, agroalimentaires et de la pêche, aussi bien au niveau européen que national et régional. Et on réalise des évaluations de politique publique et des études sectorielles ou des observatoires économiques. Et c'est dans ce cadre que l'on accompagne l'agence bio depuis plusieurs années pour l'estimation du marché des produits bio au niveau français, y compris le vin bio. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du bilan économique de la filière vin bio en 2020.
À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de bilan consolidé de l'année 2020. On est tout début février, c'est encore un petit peu tôt. Moi, les sources que j'ai utilisées aujourd'hui, enfin que je vais utiliser aujourd'hui pour vous dresser ce premier bilan, ça va être des données de l'agence bio, les données de surface 2019, donc ont été récoltées pour la mise en commercialisation en 2020, les données de marché sur l'année 2019, donc qui cadrent un peu les dernières données connues sur le marché, des premiers bilans des panels IRI sur le vin en général et sur le vin bio en particulier, quelques données sur les cours vrac, sachant que le bio est suivi sur quelques bassins, donc on a quelques éléments aussi à vous fournir. Des données douanières qui ne distinguent pas le bio, mais qui permettent de donner un peu un cadre sur les évolutions des exportations sur l'année qui vient de s'écouler. Quelques résultats d'enquêtes régionales qui ont pu être réalisés notamment pendant le confinement ou juste après le confinement, qui donnent un peu la température sur les différents bassins de production, et quelques éléments qualitatifs. Tout d'abord, une première diapo de cadrage un peu sur la filière vin bio. Voilà, le titre de la diapositive, c'est « Un segment en croissance dans un secteur mature ». Le vin, en général, au niveau français, on est plutôt sur des surfaces qui s'érodent, sur une consommation qui décroît également, mais qui est poussée par une premiumisation du secteur avec des vins qui se vendent toujours un tout petit peu plus cher. Donc, on arrive à maintenir, voire à développer des parts de marché en valeur, enfin, développer de la valeur, sachant que les volumes ont plutôt tendance à se tasser. Au niveau du vin bio, on est sur un segment qui est dans cet univers qui est donc mature en volume, sur un segment qui se développe fortement. Donc, il a plus que doublé entre 2012 et 2019. Sur les données 2019, on était à 2,2 millions d'hectos pour 1,2 milliard en euros sortichés. Donc ça, c'était le marché 2019. Ça, c'est les résultats de l'enquête qu'on a réalisée l'année dernière pour l'agence bio sur le marché 2019. Pour la récolte 2019 et donc le marché 2020 qu'on va regarder maintenant. La vigne bio représentait 14% la vigne française. Ça comprend les volumes en conversion. Donc, on était à 111 000 hectares, dont 39% en conversion. Ça veut dire que cette croissance va continuer avec tous les volumes qu'on a à l'heure actuelle en conversion. Et tel que l'a indiqué M. Simon juste avant, on avait en effet un premier pas de développement, un premier palier vers les années 2012-2013. Et là, on est sur une deuxième marche de développement. On voit que c'est en train d'augmenter fortement en termes de surface. Sur la récolte 2019, qui a été mise en marché en 2020, on était sur 68 000 hectares, avec une augmentation de surface par rapport à 2018 de 8%. Donc mécaniquement, à rendement constant, donc on n'a pas encore de données sur les rendements 2019, mais on a déjà eu une augmentation théorique de la mise en marché sur l'année 2020. Un petit bilan sur les restrictions de l'année dernière liées à la Covid. Donc assez rapidement, tout le monde connaît trop bien ces dates, ces éléments, mais c'est vrai que si on doit regarder l'année 2020, on est obligé de jeter un œil sur ce qui s'est déroulé, qui était une année avec des perturbations assez importantes. Donc en 2 mots, on a eu 2 confinements avec des modalités variables, dont le deuxième qui est plus ou moins terminé, on va dire. L'annulation de nombreux événements, donc ça a un impact sur la vente directe, sur les exportations. La RHD fermée pendant plusieurs mois et qui n'est pas encore réouverte à l'heure où on parle. C'est-à-dire que sur l'année 2020, on était sur 4 mois et demi de fermeture de la RHD. Et avec, comme je le détaille rapidement, vraiment des modalités de restriction assez variables, mais qui donnent quelques grandes tendances ou quelques grandes évolutions que je vous présente ici. Déjà, avec la fermeture de la RHD, on est sur une bascule de la RHD vers la consommation à domicile, moins de réunions festives, des courses en situation de stress
comme ça a été analysé dans une publication de France Agrimaire, c'est-à-dire qu'on va se ravitailler, surtout lors du premier confinement, plus que d'aller faire des courses pour se faire plaisir. Donc, sur ce premier bloc, c'est-à-dire qu'on a déjà une baisse de consommation mondiale de l'alcool. Ça, c'était d'après des données IWSR sur 19 marchés internationaux. Ils estiment que sur 2020, on a déjà perdu 8% de la consommation d'alcool. Une croissance du PIB. C'est-à-dire que ça, c'est la bascule qui se fait beaucoup en consommation à domicile, où le BIB est plutôt adapté, et une baisse des vins haut de gamme festifs. Alors, avec un point d'interrogation, il y a les bilans du champagne qui sont tombés, où clairement, on était sur une forte baisse sur le champagne en 2020. On n'a pas d'analyse plus fine à l'heure actuelle. En tout cas, moi, je ne les ai pas à ma disposition pour vraiment stratifier la baisse de la consommation par niveau de prix. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que toutes ces réunions festives, que ce soit en RHD à domicile, dans des espaces collectifs, où il peut y avoir une consommation de vin plutôt haut de gamme, tout de suite, ça a un impact assez important sur ce type de vin. Ensuite, on a les restrictions de déplacement. Ça interroge, c'est-à-dire qu'on sait que la vente directe ne s'est pas passée dans des conditions normales l'année dernière. Donc après, quel impact ça a pu avoir, ça, on n'est pas encore en mesure de le dire, mais il y a clairement eu un impact. Et enfin, sur les tendances de consommation, on a plutôt un retour sur le local et l'environnement, d'après les différentes études, les différents sondages qui ont pu être faits. C'est-à-dire qu'a priori, c'est plutôt positif pour le vin bio, qui a des aspects, on va dire, des attributs environnementaux plutôt positifs, et local, parce que c'est du vin français, en tout cas sur le marché français, à voir si sur les marchés export, ça a pu justement ne pas avoir des effets, au contraire, un peu plus négatifs. Je vous présente ici la répartition en volume et en valeur du vin bio sur les données 2019. Donc, en valeur, c'est en orange, en volume, c'est en bleu. Et à droite, l'impact potentiel de toutes les restrictions qu'il y a eu liées à la Covid. Donc, tout d'abord, sur les ventes directes, qui sont un marché très, très important pour le vin bio. Ça représente autant que la GMS en volume, mais en valeur, c'est presque 3 fois plus, avec un prix de vente moyen, évidemment, en vente directe, qui est nettement plus élevé qu'en GMS. Là, on est sur un impact a priori un peu mitigé. La GMS, a priori, un impact positif, avec justement plus de consommation à domicile. Les magasins bio aussi. Les cavistes, c'est à nuancer parce qu'on a été sur une situation un peu particulière au début. Est-ce que justement ces courses en situation de stress ont favorisé les cavistes? C'est une question à creuser. Et ensuite, au niveau de la RHD et de l'exportation, on est plutôt sur des impacts négatifs. Je vais maintenant vous détailler chacun de ces marchés avec les éléments dont on dispose à l'heure actuelle. Et tout d'abord, oui, quelques éléments sur les données VRAC. Excusez-moi. On a des données VRAC sur 3 bassins, sur Pays d'Oc, Bordeaux et Côtes-du-Rhône, donc des données qui viennent pour Pays d'Oc d'Interroc, pour Bordeaux du CIVB et de Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine, et pour les Côtes-du-Rhône d'Interrhône. On est sur des périmètres qui sont un peu variables à chaque fois, donc c'est indiqué dans la dernière colonne à droite. Donc c'est en fonction des données qui étaient disponibles. Donc pour Pays d'Oc, on compare janvier-juillet, pour Bordeaux, janvier à mai, 2020 par rapport à 2019, et pour Côtes-du-Rhône, toute l'année. Ce qu'on constate globalement, c'est qu'on est sur des meilleures performances en bio qu'en conventionnel sur l'année qui vient de s'écouler. Donc c'est globalement sur la fin de la campagne 2019-2020, avec des volumes et des valeurs en augmentation sur les 3 bassins. On voit uniquement sur Bordeaux et sur les Côtes-du-Rhône une diminution du prix, mais qui est liée aussi à une forte augmentation des volumes, et le chiffre d'affaires s'est développé. En parallèle, on voit que sur le conventionnel, la situation est
plutôt négative, c'est-à-dire que sur le Pays d'Oc, volume et valeur baissent, sur Bordeaux également. Sur Côte-du-Rhône, on est sur une augmentation également en volume et en valeur, mais moindre que sur le bio. Donc, ce qui nous laisse à penser qu'on a en effet une meilleure performance sur le bio qu'en conventionnel, et ce qui nous laisse penser aussi que même sur une année un peu particulière comme l'année dernière, il n'y a pas eu d'excédent de vin bio sur le marché, parce qu'on n'observe pas un effondrement du prix. Maintenant, sur les différents marchés que je vais vous détailler. On va commencer par la vente directe, donc, qui est un des premiers marchés pour le vin bio. On est sur une année difficile, mais avec le maintien du tourisme estival. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu l'annulation de nombreux événements, des fortes restrictions de mouvement, notamment sur la période du printemps, où il y a des périodes de congés où tout le monde a dû rester à la maison ou pas s'écarter à plus de 100 km de chez soi. Et quand on regarde au niveau 2020, d'après les données INSEE, on a moins 48% des nuitées en France en hôtel. Quand on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que c'est surtout l'Île-de-France qui a été touchée et que dans les autres régions, il n'y a pas forcément eu de baisse du nombre de nuitées pendant l'été, voire même les dépenses touristiques estivales. Alors ça, c'est l'INSEE qui suit les dépenses en carte bancaire, qu'ils analysent pour voir si c'était des dépenses liées au tourisme, se sont maintenues, voire se sont un petit peu développées. Donc, on est sur une année peut-être un peu bizarre, où il y a eu des occasions qui ont été manquées, mais toutes les occasions n'ont pas été manquées cependant. Concernant la GMS, alors on n'a pas à l'heure actuelle le bilan global IRI. Moi, j'ai des données qui sont sur la moitié de l'année à peu près, enfin, soit pour le bio janvier-juin, pour le conventionnel et le bio janvier-octobre. Et j'ai vu la semaine dernière dans la presse qu'il y avait un entrefilet avec quelques données sur l'année qui vient de s'écouler, mais on n'a pas les données détaillées. Ce que nous indiquent ces premières données, l'année dernière en GMS, il y aurait eu plus 5% sur le bio contre 1% pour l'ensemble du vin, donc une croissance plus importante pour le bio que pour le conventionnel, mais contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, une croissance qui n'est pas si forte que ça. C'est-à-dire que plus 5% sur le bio, ça pourrait être même un peu moins que ce qu'on a observé les années précédentes. Sur le conventionnel et le bio, sur des données janvier-octobre, on a des données qui montrent plutôt une stabilité. Mais quand on regarde les données mensuelles, on est vraiment sur une forte croissance de mars à juin, c'est-à-dire pendant le confinement et pendant le déconfinement. Et avec une croissance du BIB. Sur le bio, donc avec des données janvier-juin, on a une augmentation plutôt forte, donc plus 10% en valeur, plus 8% en volume, avec une croissance des AOP et des IGP, un peu plus pour les AOP, une croissance un peu plus faible en hyper, c'est ce qu'on voyait aussi sur l'ensemble des produits bio plus conventionnels, c'est-à-dire que en 2020, on est plus allé sur des formats de proximité que dans les grands hyper. Sur le réseau bio, sur l'année 2020, d'après les premiers éléments, mais ça sera confirmé encore par la suite, on est plutôt sur une croissance des magasins bio sur l'année 2020. C'est porté par l'augmentation de la consommation à domicile, comme pour la GMS, l'essor des formats de proximité, avec beaucoup de magasins bio qui sont plutôt de taille modérée, on n'a pas d'hyper marché bio, on est plutôt sur des formats plus modérés, et avec cette tendance de fond sur 2020 avec une augmentation du local et de l'environnement. Donc, a priori, le vin bio aurait pu bénéficier de cette croissance. Après, ça sera confirmé également parce que les achats, ça dépend aussi des stratégies des enseignes de bio, de mettre en valeur ou pas le vin dans leur gamme, et est-ce que les approvisionnements ou les achats des consommateurs se sont faits plutôt sur ces magasins bio, plutôt en cavis, plutôt en GMS, ou même sur des achats en ligne. Mais on est sur un marché qui a plutôt eu tendance à se développer sur l'année qui vient de s'écouler. Les cavistes, qui est un débouché aussi significatif pour le vin bio. Alors, on était sur des hésitations
au début du confinement, est-ce que les cavistes sont des commerces essentiels ou pas? Il est évident que oui, en tout cas pour nous. Mais ça veut dire qu'il y a eu les premières semaines de confinement où tous les cavistes n'étaient pas ouverts, on ne savait pas s'ils devaient être ouverts ou pas. Et pendant le premier confinement, certains ont pu même rester fermés. À cela s'ajoute ce qu'on disait tout à l'heure sur, ce que je vous disais tout à l'heure sur les courses en situation de stress. Pendant le confinement, ce n'est pas forcément là où on allait passer un peu de temps chez le caviste pour voir les dernières nouveautés et acheter une bouteille qui nous faisait plaisir. Donc, a priori, évolution positive, parce que c'est plutôt de la consommation à domicile. Mais là encore, ce n'est pas forcément si simple. Sur les marchés export, alors déjà, pour planter le panorama, on est sur un contexte international difficile au-delà de la Covid, avec les taxes américaines, la crise à Hong Kong, sur les incertitudes liées au Brexit, est-ce qu'il y aura un deal, est-ce qu'il n'y aura pas de deal? Donc là, maintenant, on sait qu'il y a eu un deal, mais en 2020, c'était le flou absolu. Et ce que nous dit l'OIV, avec des données sur le premier semestre 2020, c'est qu'il y a eu un recul historique du commerce international de vin, avec moins 6% en volume, moins 12% en valeur. Sur les données douanières, malheureusement, on n'a pas de données spécifiques sur le bio, donc pas sur le vin bio, autant les statistiques douanières sont plutôt bien détaillées sur le vin avec des codes douaniers par bassin de production. À l'heure actuelle, on ne peut pas différencier le bio du conventionnel. D'après les données Business France sur des données janvier-septembre, on observe moins 8% en volume, moins 17% en valeur, donc ça confirme cette baisse importante. Plus forte sur les pays tiers que sur l'UE, avec des fortes baisses sur avril et mai, donc pendant le premier confinement, et des fortes baisses sur Bordeaux et Champagne. Ça veut dire aussi que là, il faudrait aller pousser un peu plus avec les codes douaniers pour voir quel type de vin et quel niveau de prix, quel bassin ont le plus souffert de ces restrictions. Est-ce qu'on voit par exemple que la France, d'après les données, donc les premières données janvier-septembre sort moins bien que l'Italie et l'Espagne. Ça pourrait être lié aussi aux meilleures appellations de Bordeaux et au Champagne qui pèsent lourd sur les exportations françaises et qui peut-être ont pâti plus que d'autres. Donc, il faut voir sur les vins de moyenne gamme ou d'entrée de gamme, peut-être que la baisse n'a pas été si forte que ça. Et en plus, c'est-à-dire que les exportations ont été pénalisées quand ça ciblait de la RHD. Sur des marchés européens plutôt pour de la grande distribution, potentiellement, il n'y a pas eu de baisse, voire des petites augmentations. Sur les ventes en ligne, donc c'est estimé à 500 millions d'euros en France en 2018 avec une étude de France Agrimaire CNIV. Selon IWSR, sur 2020, sur 10 marchés internationaux, eux, ils estiment qu'il y a plus 40% des ventes électroniques sur le marché du vin. Donc, comme vous pouvez s'y attendre, on est sur un fort développement de la digitalisation de la filière, comme de toutes nos activités, notamment cette conférence qui aurait dû se faire en présentiel, mais qu'on fait tous via visioconférence. Donc, les effets de la Covid, c'est une accélération de la digitalisation, donc des ventes en ligne, avec des pure players au niveau national, mais on peut également imaginer que ça a pu avoir un effet au niveau plus local par des plus petites entreprises avec des services de click and collect par les cavistes ou les producteurs. Au niveau des entreprises, là je vous présente quelques résultats d'enquête à chaud. Ça veut dire réalisé pendant le premier confinement ou juste après. C'est-à-dire qu'on n'a pas le bilan non plus, c'est pas le mois dernier quand on commençait à voir quels étaient les impacts globalement, combien de temps ça allait durer, même si on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Mais là, on était vraiment le nez dans le guidon, donc en mai, juin, avril, auprès de viticulteurs et de caves coopératives.
Une première étude qui a été réalisée en Indre-et-Loire en mai, avec une petite centaine de réponses, dont un tiers de viticulteurs bio. On voit qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires pour 96% des viticulteurs, donc quasiment tous, et une baisse d'au moins 75% pour 70% des exploitations. Pour les viticulteurs bio en Occitanie, qui a été réalisé en juin 2020 avec 44 répondants viticulteurs par Interview Occitanie, il y a une perte de plus de 50% de perte de chiffre d'affaires pour un tiers des répondants, un impact important de la crise pour 70% des répondants et même un recours à la distillation pour un quart des viticulteurs. En Occitanie, avec une enquête par COP de France Occitanie auprès des caves coopératives, en avril 2020 avec 147 caves coopératives, 81% des caves ont une baisse de chiffre d'affaires sur mars, y compris des caves à l'arrêt, avec en moyenne une baisse de 43% du chiffre d'affaires. Et on observe des baisses sur tous les segments, y compris pour certaines caves sur la GMS. En conclusion, par rapport à tous les éléments que j'ai pu vous montrer, c'est-à-dire qu'on a un bilan nuancé en fonction des circuits, nuancé aussi en fonction sans doute des régions, des niveaux de prix, des niveaux de gamme. D'après les premiers éléments qu'on a, c'est que le bio pourrait même être structurant dans ce contexte perturbé, c'est-à-dire qu'on voit que globalement, d'après les données VRAC, alors avec un petit biais sur les données VRAC dans le bio, c'est que ça représente on va dire une faible part de la commercialisation, mais c'est un bon indicateur, on va dire c'est un indicateur en tout cas des tendances. Et puis également, si on prend en compte les données de la GMS, a priori, le bio aurait en plus un rôle structurant dans un contexte un peu perturbé. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a des stratégies prudentes des entreprises tant que le virus est présent. C'est vrai que c'est compliqué d'investir à l'heure actuelle ou de faire des stratégies très claires avec le brouillard qu'on a devant nous. On peut s'interroger sur la pérennité des changements observés. C'est-à-dire que si on était sur un premier confinement de 2 mois, c'est-à-dire qu'il y a des fortes évolutions, mais bon, une fois que ça revient à la normale, de dire qu'on n'a pas eu le temps d'inscrire ces changements sur le temps long et dans nos habitudes. Là, ça fait 1 an qu'on a un contexte perturbé, ça peut peut-être durer encore un petit moment. Donc, il faut voir dans quelle mesure le BIB va se maintenir. Ce qu'on indique également avec ces tendances de local, d'environnement, ainsi que la digitalisation. Une fois qu'on est passé sur du click and collect ou sur de la livraison à domicile, est-ce qu'on revient avec ses pratiques d'achat anciennes? Et ensuite, et finalement, sur une année très particulière comme l'année dernière, où il y a eu des ruptures dans les trajectoires, on a potentiellement des cartes qui vont être rebattues au niveau international sur les différents marchés. C'est-à-dire que ce qui était acquis en 2019 ne l'est peut-être plus forcément sur 2020 et sur 2021, avec 3 pays qui sont très fortement producteurs de vin et de vin bio, qui sont la France, l'Italie et l'Espagne. Voilà les éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Tanguy, pour votre présentation. Alors, on a eu des petites questions au fur et à mesure, notamment sur la signification de RHD, donc restauration hors domicile, et également aussi une demande vis-à-vis de la signification lorsqu'on dit en valeur ou en volume au niveau des ventes. Donc, est-ce que vous voulez apporter des petites précisions là-dessus? Ça devait être sur cette diapo-là. Alors, la question, précisément, c'était… C'était plus de l'ordre de la définition, quand on dit des ventes en valeur, des ventes en volume. On voyait que les volumes, c'est 2,2 millions d'hectos, et ça, c'est le volume, et en valeur, 1,2 milliard d'euros. Et ensuite, ici, on fait la répartition soit en volume, soit en valeur. C'est-à-dire que quand on a un grand différentiel, c'est-à-dire que si volume et valeur sont au même niveau pour les différents marchés, c'est-à-dire que le prix est plutôt homogène. Si on voit qu'il y a des forts décrochages, ça veut dire, par exemple, sur la vente directe où le pourcentage de la valeur est beaucoup plus fort que le pourcentage du volume, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des niveaux de prix assez élevés.
et c'est l'inverse en GMS. Voilà, par exemple. D'accord, parfait. Également une autre question. Alors, celle-ci était la suivante. Vos études incluent-elles les marchés qui se trouvent dans le giron de l'agriculture biologique, type vin biodynamique, nature, ou seulement les vins certifiés AB? Existe-t-il une étude comparative sur les relations de concurrence ou le contraire avec ces segments? Alors, nous, ce qu'on couvre donc dans la commande qu'on a avec l'agence bio, c'est les vins certifiés agriculture biologique. Donc, s'ils sont biodynamiques, mais ils sont compris dedans, s'ils ont également le logo AB. Et après, sur l'étude qui a été évoquée entre les liens entre ces différents types de produits, j'en ai pas connaissance. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Bon, en sachant que, pour compléter, vous l'avez dit, hein, il est parfois difficile d'avoir des données uniquement sur les vins bio. Donc, les vins bio qui ont donc une réglementation et une identification bien claire légalement. Ensuite, au niveau des vins biodynamiques, un vin biodynamique, c'est un vin bio aussi, donc ils sont intégrés en fait dans toutes ces études sur les vins bio. Et au niveau des vins nature, là, il y a récemment un syndicat qui s'est créé pour identifier ces types de vins. Il y aura notamment une intervention de la part du président du syndicat des vins naturels demain soir lors du webinaire sur les vins sans SO2. Donc, je vous invite à venir lui poser également des questions sur la recherche de données économiques pour ces types de vins. Voilà, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais n'hésitez pas à continuer à les poser, on pourra revenir dessus par la suite. Donc maintenant, je vais donner la parole à Olivier-Antoine Génie pour AOC Conseil pour la dernière intervention. Bonjour à tous. Donc, AOC Conseil. Donc, en préambule, je vais présenter mon entreprise. Donc, AOC Conseil existe depuis 15 ans. Nous avons 12 consultants en France. L'objectif et la raison d'être d'AOC Conseil, c'est accompagner ses clients dans leur croissance et leur développement. On fait de l'accompagnement sur du long terme. On a peu de clients par consultant. Et pour ma part, je connais un petit peu l'agriculture biologique parce que j'ai commencé à en faire en 2000 en Australie pendant 5 ans pour les vignobles chapoutiers. C'est quelque chose qui ne m'est pas inconnu, que j'ai pu faire pendant de longues années et que j'ai pu appréhender. Moi, la première chose que je voulais dire, c'est que j'ai retenu sur les 2 présentations qui ont été faites, c'est que le bio était structurant. Alors, le bio, il est structurant pour la partie technique et il doit être longtemps préparé et mûrement réfléchi avant parce qu'il y a de risques. Il y a des risques financiers, il y a des risques humains, il y a des risques de commercialisation, il y a des risques d'organisation. Donc, il est vraiment important de bien appréhender le passage du conventionnel au bio. Moi, je suis très favorable au bio. Je pense que commercialement, c'est une vision d'avenir et là, et les tendances où les gens veulent consommer, veulent être, veulent vivre. Et le deuxième point, c'est le côté structurant sur la commercialisation avec la montée en valeur. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir passer en agriculture biologique au point de vue technique, mais il faut aussi avoir une vision globale de l'entreprise par rapport à la commercialisation, à la gestion et à l'organisation humaine, parce que ce changement technique entraîne une reformulation de l'entreprise et une réorganisation de l'entreprise pour arriver à faire évoluer son entreprise dans la pérennité. Donc, les recommandations sur commercial en situation de crise. Donc, plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à, on va dire, 10 derniers mois qui se sont passés, qui ont été éprouvants pour nos amis vignerons, CAP coopératives, négociants et syndicats. Ça a été des choses difficiles avec des baisses de vente importantes. Mais on voit que le marché des vins bio produit sa croissance en 2020 et malgré un contexte difficile, un fort développement avec une accélération du nombre de conversions en bio. Donc ça, nous, on a pu le voir chez AOC Conseil à toute petite échelle et c'est non significatif. Mais sur Bordeaux, on peut dire que 80% de nos clients ont décidé de passer en partie
en agriculture biologique. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai engouement, soit par philosophie, soit pour le marché, vers cette conversion en agriculture biologique. Donc, pour le commerce, nous, ce qu'on voulait dire, c'est comment arriver à continuer à commercer. On a vu qu'il reste 4, on va dire, réseaux de distribution qui fonctionnent encore. Le premier, c'est la grande distribution, avec un essor important des moyennes surfaces et petites surfaces sur la grande distribution. La deuxième chose, c'est la vente directe, qui a beaucoup évolué, avec du phoning, du mailing, des drives, du click and collect, comme il a été dit par un participant juste avant. Et le troisième réseau de distribution, ce sont les cavistes et les groupements de cavistes qui ont performé, pour ne pas dire surperformé, et qui fonctionnent très très bien, avec encore une fois un engouement des vins bio, biodynamiques, sains, etc. L'autre chose aussi, un fort développement des boutiques bio, donc comme Bio C'est Bon, des marques comme ça. Donc l'idée, c'est premièrement, quand dans des périodes difficiles, c'est faire un courrier de solidarité positif à l'ensemble de ses clients et fournisseurs. Donc je pense que ça, c'est une chose très, très importante, ne pas rester faire l'autruche. Continuer à passer les coups de téléphone, envoyer les courriers et rester au contact des gens, même s'ils ne vous rappellent pas, même si vous avez des restaurateurs qui ne vont pas bien, continuez à travailler de ça. Et tous les mois, tous les 2 mois, continuez à travailler ses clients existants, soit sur des réseaux, les 4 réseaux qui fonctionnent, soit sur des réseaux qui sont en difficulté, mais toujours garder le contact. Ensuite, une fois que tout le monde sera vacciné, on l'espère, on pense, bon, pour l'instant, le gouvernement dit des dates en juillet-août, on espère une reprise, une réouverture de l'ensemble des réseaux de distribution, donc la restauration, les compagnies aériennes, le tourisme, etc., etc. On sait que ça va juste être un début cet été et qu'il va falloir 2 à 3 ans pour une remise au fur et à mesure des réseaux de distribution. Donc, l'idée, c'est de commencer à réfléchir les scénarios sur quel réseau de distribution je vais travailler sur les 2 prochaines années, les 3 prochaines années, échafauder des scénarios de reprise, donc de commande. Donc, ça veut dire, même si aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge, par exemple, les distributeurs qui sont en grande difficulté, ça ne veut pas dire que je vais arrêter ou ne pas commencer une prospection. Eh bien, en fait, je vais commencer à les appeler, je vais commencer à prospecter en vision des 6 prochains mois ou après 6 mois où ça va reprendre. Ensuite, l'idée, c'est aussi un marché qui se développe beaucoup, bien sûr, c'est la digitalisation et travailler sur les 360 sites Internet qui existent et la grande distribution aussi. Donc, reprendre ces canaux, essayer de les réfléchir, de voir comment je peux les travailler. La distribution, c'est une grande famille. Je ne suis pas obligé d'aller voir Carrefour si j'ai 10 hectares, ça n'ira pas. Par contre, je peux aller voir des petits magasins indépendants et essayer de leur vendre. Après le mailing, on a vu que les particuliers, finalement, il y a eu des résultats qui ont été pas si mal que ça, si on les a travaillés avec des mailings, avec du phoning, en faisant du click and collect, en faisant des tournées. En fait, il y a eu des chiffres d'affaires qui ont été sauvés grâce à un travail vraiment de long terme et un travail qui a été fait en force grâce aux particuliers. Aussi, proposer un planning, c'est-à-dire que pour les 12 prochains mois, nous, ce qu'on fait, c'est proposer des promotions. Alors, il ne faut pas travailler que de la promotion ou de la surpromotion, mais n'hésitez pas, par réseau de distribution, pardon, à proposer 1 ou 2 promotions sur Canva pour favoriser les ventes, un peu pour exacerber, pour dire que vous existez, pour pousser les ventes. Voilà. L'idée, c'est qu'il faut mettre du dynamisme. Il ne faut pas, parce qu'on est dans une période difficile et morose, abandonner ces réseaux de distribution. Le message que je vais vous faire passer, c'est qu'il faut téléphoner, il faut envoyer des emails, il faut essayer d'aller voir les gens ou de faire des conférences via Zoom, mais il faut continuer à prospecter pour l'après ou pendant cet été, la période estivale, ou la période été, pour appréhender, c'est maintenant que les jeux vont commencer à se faire, pour la période de septembre, octobre, novembre. Aussi, préparer un plan de prospection flash avec les 50 meilleurs clients. Donc ça aussi, c'est important. C'est qu'est-ce que vous allez proposer, par exemple, pour ceux qui travaillent avec la restauration,
qu'est-ce que je peux leur proposer quand les restaurants vont rouvrir? Est-ce que je peux faire des promotions un peu spéciales? Est-ce que je peux leur proposer une prospection flash? C'est-à-dire que je touche mes 50 clients rapidement. Donc, eh bien, en fait, je pense que la prospection, c'est comme un marché, c'est comme un feu. Eh bien, il faut le travailler tous les jours, il faut souffler dessus, même par temps de pluie et de grisailles, pour que, en fait, il continue à être alimenté et à faire et à être toujours en vie. La logistique aussi, attention, parce qu'il y a eu des problèmes de matière sèche, de rupture, donc bien prévoir tout ce qui va être les commandes de matière sèche quand tout va reprendre, en fait. La même chose pour les logistiques. On a eu beaucoup de problématiques chez les clients sur des problématiques de logistique, de transport. Donc, bien travailler vos logisticiens. Le dernier point, c'est profiter de cette crise pour repenser votre façon de travailler. Donc, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc travailler avec des Zooms, aussi des logiciels de gestion relation client. Vous avez PubDrive, vous avez Salesforce, travailler avec des drives. Mettez en place la digitalisation qui est en cours. Profitez de cette crise pour dire, voilà, ce que je faisais avant, maintenant, ça ne fonctionnera peut-être pas dans le futur. Donc, qu'est-ce que je peux refaire? Quels sont les moyens, les nouveaux moyens pour continuer à prospecter, pour continuer à travailler d'une nouvelle façon? Finance. Donc nous, ce qu'on peut dire, c'est que chez AOC Conseil, nos clients, sous l'année le différentiel de chiffre d'affaires entre 2019 et 2018, on voit que 80% de nos clients ont perdu, soit en positif en trésorerie, ça va entre moins 10% de chiffre d'affaires jusqu'à positif. Donc, c'est plutôt honnête comme résultat. À côté de ça, on a 20% de nos clients qui ont perdu plus de 20 à 25%. Donc là, l'idée, c'est il faut absolument faire un tableau de trésorerie en mettant des bases de perte de chiffre d'affaires annuel de 25% pour les 2 prochaines années, pour voir si vous allez tenir, continuer à être en relation avec vos banques. Donc ça, c'est très important. Leur envoyer ces tableaux de trésorerie mis à jour tous les mois et se mettre en contact avec les banques et la BPI en utilisant les instruments mis en place, quoi. Voilà. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui nous manque à tous les jours. On sait que la viticulture est très difficile, elle est très consommatrice de capitaux, et donc il faut travailler sur ce point. Aussi, rééchelonner le règlement des fournisseurs. Les fournisseurs, c'est comme les vignerons, on est tous dans une impasse difficile, donc ne pas hésiter à rééchelonner le règlement des fournisseurs sur 6 mois. Pareil pour vos clients, eux aussi sont dans des situations difficiles. Alors, peut-être pas pour la grande distribution ou les cavistes ou Internet ou les magasins bio, mais pour vos autres clients, n'hésitez pas à rééchelonner les dettes. Il vaut mieux rééchelonner une dette que perdre une dette. Voilà. Et aussi, l'idée, c'est que si vous n'avez pas 100% de garantie de règlement, apprenez à faire confiance aux gens. Voilà. Donc, aussi, travailler avec votre expert comptable, avec les dispositifs d'aide aux entreprises qui doivent être activés auprès des pouvoirs publics. Donc, vous en avez énormément, que ce soit la MSA, que ce soit les impôts, dont le référent, c'est la directe. Donc, il faut se mettre en référence avec eux pour travailler ces points. Et le dernier point aussi, c'est les banques qui doivent être prévenues de vos situations le plus tôt possible. Donc, faire la politique de l'autruche, ça ne sert à rien. Il faut être en relation avec eux, ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous épauler, et ce qu'il faut, c'est donner de la visibilité, leur dire, écoutez, ça va être dur pendant 6 mois, mais voici le plan de trésorerie que je fais, que peut-on faire pour travailler ensemble pour assurer la pérennité de mon entreprise? Les ressources humaines, donc nous, on n'a pas hésité à donner des primes aux employés pour passer ces périodes difficiles. Et une chose aussi qu'on a vue, c'est que beaucoup des commerciaux ont été mis au chômage technique. C'est une erreur. Les commerciaux, pendant ces périodes, on a besoin d'eux pour tenir au chaud nos clients, pour essayer de voir comment on peut essayer de pousser de nouvelles portes. Donc, il faut continuer à faire travailler les commerciaux, et vous-même, les vignerons, pour ceux qui n'ont pas de commerciaux, à travailler là-dessus. Nous, on a plutôt des bons résultats en réorganisant les équipes commerciales, en redéployant les équipes commerciales sur d'autres réseaux de distribution. On arrive à avoir des résultats et sauver les meubles en termes, au point de vue de trésorerie et de rentabilité.
Donc, quels sont les marchés à développer sur 2022, 2023 et 2024? Donc, les cavistes indépendants et les franchisés, Internet, la grande distribution ciblée, Monoprix, les enseignes bio. Ensuite, pour l'Allemagne, les importateurs. Donc, je vous donner quelques noms, les chaînes de cavistes. Alors, l'Angleterre, comme a dit un des référents avant, l'Angleterre, il faut continuer à travailler dessus. Après la crise du Covid, bien sûr, puisque finalement, on passera sur un Brexit moins difficile que prévu pour les vins et les spiritueux. Même chose pour les monopoles scandinaves. Les salons, Millésime Bio, Wine Paris pour le WOW pour les beaux et Biophare. Donc, il faut essayer de les faire s'ils ont lieu. Pour l'instant, Millésime Bio n'a pas été annulé. Il est prévu en juin. Donc, tout ça, ça se prépare. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'en juin, juillet, quand la situation, on espère, va recommencer à devenir normale, il faut être prêt et présent et avoir travaillé ces réseaux de distribution, mais il faut être présent aussi sur les salons parce que les importateurs, les distributeurs auront besoin de nouvelles cames, de nouvelles cuvées pour se développer. Autre chose que je voulais dire, ce qui me paraît important, c'est que quand je passe en bio, je sais que je vais avoir un coût de main-d'œuvre plus important. Donc, l'objectif, c'est de valoriser plus aussi mes ventes. Donc, ça veut dire si vous faites du bio, à mon avis, pour le vendre en vrac, pour moi, il y a une faible valorisation. On sait que faire du vin en bio, il y a une baisse de rentabilité. Nous avions fait un livre à ce sujet aux éditions Ferré, c'est la différence entre le conventionnel et le bio. Nous, on l'estime entre 30%. Il y a, comme l'a dit, il y a le référentiel de la Chambre de culture aussi, qui est très bien fait et qui peut vous permettre d'avoir des informations par rapport à ça. Donc pour nous, le passage en agriculture biologique veut dire aussi repenser son réseau de distribution pour être capable de vendre mieux, de vendre plus cher, de vendre sur des réseaux de distribution, de vendre avec d'autres techniques de distribution, peut-être aussi se regrouper à plusieurs vignerons, pourquoi pas créer des coopératives de vente, d'autres formes, d'autres réflexions de vente pour vendre du bio. Donc le bio, c'est une refonte, je dirais, de l'entreprise au point de vue technique, mais au point de vue aussi du point de vue humain, parce qu'il vous faudra plus de main-d'œuvre, mais aussi au point de vue commercialisation. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Olivier, pour ces conseils. Alors, on a eu des questions, effectivement. Une première question qui a eu une réponse déjà. Donc, qu'entendez-vous par Canva? Ah oui, Canva, pardon. Canva, c'est tout simplement un petit logiciel de mise en place c'est un petit logiciel pour faire des préparations, si vous voulez, de flyers, de promotion, quoi que ce soit. Voilà. Oui, du coup, il y a eu le lien donc, par votre collègue pour pouvoir aller voir ça directement. Et ensuite, plutôt une remarque, Wine Paris et Vinexpo, Wine Paris Vinexpo à Paris donc, est maintenu pour l'instant en juin. Et Millésime Bio, lui, a eu lieu en digital. Oui, toutes mes excuses, Gwenaëlle. Oui, bien sûr, il a eu lieu, je crois, il y a 2 jours et ça a été un franc succès d'après ce que j'ai pu lire sur la presse et d'après mes clients. Voilà, oui, voilà, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, quel conseil donneriez-vous à un viticulteur qui souhaite passer en bio vis-à-vis de son partenaire financier? Alors, pour moi, donc là, je vais vous parler d'un côté de ce que j'ai pu voir en faisant du bio, parce que j'en ai fait pendant 5 ans, donc du côté prod et du côté de ce qu'on dit à nos clients. Alors, nous, en ce moment, tout le monde nous a appelés. Alors, à ton avis, est-ce que je dois passer en bio? J'ai dit non. La question, c'était pourquoi tu ne l'as pas fait il y a 10 ans? Voilà. Donc, moi, ça fait 10 ans que je suis rentré 12 ans que je suis rentré d'Australie. J'ai eu une fin de non-recevoir à Bordeaux par à peu près 99,99% de mes clients. Ce n'est pas très, très grave. Donc, maintenant, je suis content. 10 ans plus tard, ça se met en place. Pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, je dis le passage en bio, pour moi, c'est prévoir sur 6 années. Donc, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir, ça j'ai pu c'est mon expérience de prod, c'est pour moi, il y a des effets de rendement pendant 6 ans qui se passent comme ça. Première chose.
Deuxième point, il faut réfléchir son passage en bio au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on a 100 hectares, on ne passe pas 100 hectares d'un coup. On passe un quart de la production la première année, puis la deuxième un quart, la troisième un quart, etc. On a 5 ans pour passer ensemble sa propriété en bio. Troisièmement, on réfléchit sur les outils. Il faut savoir qu'il faut, est-ce que mes tracteurs font 100 chevaux? Est-ce que j'ai les cadres qu'il faut? Est-ce que j'ai les outils de sol qu'il faut? Est-ce que j'ai bien réfléchi? Donc, quels sont les besoins financiers que j'ai pour déjà avoir le bon matériel viticole pour bien m'occuper de mes vignes? Sachant que le glyphosate qui s'en va est une hérésie, mais ce n'est pas grave, mais en tout cas, il faudra lutter contre et donc avoir du bon matériel. Le troisième point, c'est les ressources humaines. Il faut beaucoup de tractoristes, des bons tractoristes. Est-ce que j'ai les tractoristes? Quel est leur âge? Est-ce que je les ai mis des incentives, des bonus pour travailler? Est-ce que je les ai formés à ce souci? Ensuite, l'autre point, ça va être merci Abera. Donc l'autre chose, c'est l'autre point que je voulais dire, c'est les ressources humaines, c'est la structure financière. C'est-à-dire partir en bio si je ne suis pas solide financièrement, à mon avis, c'est une aberration. C'est-à-dire que pour partir en bio, il faut une bonne structure financière et avoir fait des plans de trésorerie avec des baisses de rendement au moins sur 2 ou 3 ans. Voilà. Et l'autre chose, ce qu'il faut réfléchir, c'est sur sa commercialisation. Je vais avoir 3 ans j'ai 2 ans pour convertir l'exploitation en AB. Donc, comment ça va se passer par rapport à mes réseaux de distribution et comment je veux réorienter le bateau pour arriver sur de la rentabilité et sur des réseaux de distribution qui acceptent le vin bio. Donc, pour moi, il est important de travailler main dans la main avec son partenaire bancaire, peut-être voir avec lui sur une analyse pour que le partenaire bancaire puisse le suivre et puisse comprendre aussi pourquoi il fait et quel est le gain de rentabilité pour la propriété à moyen terme et à long terme. L'autre chose aussi, le quid, c'est que va-t-il se passer dans 2-3 ans quand il va y avoir beaucoup de propriétés de superficie de vin en agriculture biologique? Est-ce qu'il y aura un tassement du cours du vrac ou pas? Donc ça, c'est un gros quid avec une Espagne et une Italie qui sont des gros producteurs aussi. Moi, je suis un fervent du bio, je le dis et je l'assume. Mais il faut quand même faire attention à un effet soufflé qu'il peut y avoir dans 2-3 ans par rapport au marché. Mais pour moi, le passage en conversion bio, c'est un passage en circuit, en recherche de réseau de distribution à valorisation, donc une réflexion marketing, commerciale sur du moyen terme et sur du long terme. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur de Corbier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc apparemment, vous avez bien répondu. Donc, une remarque au niveau du fait qu'à partir de janvier 2022, 2 ans pour convertir son exploitation en bio entièrement, donc toutes les surfaces. Et avant, c'est vrai qu'on pouvait avoir 5 ans pour petit à petit faire en sorte que toute l'exploitation soit en bio. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, n'hésitez pas à nous contacter ou les intervenants dont vous avez les coordonnées grâce à l'annuaire en ligne sur le site des journées techniques. Si vous aviez d'autres questions qui venaient par la suite. J'en profite aussi pour vous parler de la médiathèque en ligne, toujours sur le site des journées techniques, où vous pourrez trouver des fiches pratiques, des vidéos, des petits documentaires sous forme de motion design qui traiteront de thématiques qui ne sont pas forcément traitées par des webinaires ou des visites ou des dégustations. Donc, on a essayé d'être complet au niveau des thèmes autour du vin et de la vigne bio en multipliant les formats. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site, c'est l'onglet médiathèque et donc tout est en ligne et consultable. Et à nouveau, effectivement, vous pourrez retrouver les webinaires en replay sur cet onglet-là, avec aussi les diaporamas de tous les participants. Alors, est-ce que d'autres questions sont arrivées? Non.
Bon, ben, il me reste à vous remercier. Du coup, merci à tous les conférenciers pour ces interventions de qualité. Oui, voilà. Pardon, autour de Boris Simon, est-ce que vous avez pris la parole? Non, juste merci aussi pour cette journée. Ah bon, très bien. Merci à tous. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, rendez-vous demain. Demain matin, il y a une visite terrain sur les vins sans sulfite et un webinaire aussi sur les vins sans sulfite ajoutés l'après-midi, donc pour voir la théorie et la pratique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir.